Sans vouloir dénigrer le jeu de société, parce que c'est peut-être pas l'endroit. Qu'est-ce que tu as dit? Sans vouloir dénigrer le jeu de société, parce que là je passe pas la porte. J'aurais tendance moi à dire que c'est culturel et c'est finalement le jeu de société suit en fait la société en marche. Alors j'ai pas connu les années 60, mais il me semble qu'être illustrateur dans les années 60 c'était quand même assez limité. Même après, alors. Enfin, voilà. Mais justement, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est en train justement de rentrer dans une société vachement basée sur l'image. D'ailleurs, il y a des, je sais qu'il y a des trucs. Alors, je sais plus si c'est des formations, tout ça, mais on commence à parler d'éducation à l'image, parce que justement, les images, on en bouffe plein. Et qu'il faut, enfin voilà, c'est aussi, on apprend à décrypter des textes en français, enfin des textes écrits. Et on se rend compte que maintenant, il faut aussi décrypter les textes, justement les images. Et ce que nous renvoient les images, les codes qu'elles intègrent, tout ça. Et donc pour moi, le jeu de société en fait suit cette tendance qui fait que l'image prend de plus en plus d'importance. On parle beaucoup par exemple d'Internet qui se base beaucoup sur les images, sur la vidéo, sur le texte. À la base, c'est du texte Internet. Mais ça devient de plus en plus des images. On a une culture de l'image qui se met en place, et ce qui fait que maintenant des illustrateurs justement peuvent bosser dans la BD, dans le jeu de société, dans tout un tas de trucs. Et finalement, le jeu de société ne fait que suivre cette tendance générale de la société à se tourner de plus en plus, d'avoir vraiment de donner beaucoup plus d'importance à l'image. Voilà. Vous avez raison. Alors du coup, et je voulais faire aussi, quand j'ai le micro, je ne le lâche pas, par rapport à ce que tu disais au niveau de est-ce que le jeu de société est un art, effectivement on n'est peut-être pas là parce que pour l'instant c'est déjà un produit, c'est déjà pas mal, c'est un produit culturel, alors là ce serait le pompon. Si des gens arrivent à voir ça, on verra pour l'art après, et je voulais faire un parallèle avec le jeu vidéo où on a un peu les mêmes questions. Il y a des gens qui se sont dit est-ce que le jeu vidéo est un art? Il y a des jeux vidéo dans des musées, et il y a plein de gens, même dans le milieu du jeu vidéo, qui disent non, il faut arrêter de dire n'importe quoi, c'est pas de l'art. Ça reste un produit culturel qui peut être plus ou moins beau, plus ou moins chouette, plus ou moins bien réussi, ou qui est représentatif d'une époque, un peu comme les jeux de société aussi. L'illustration d'un jeu de société, voire même les mécanismes, si on avait plus loin, sont aussi représentatifs d'une certaine époque, avec le petit plus du jeu vidéo, c'est qu'il est vachement limité par la technologie, donc forcément il illustre encore plus l'époque. Alors que dans un jeu de société, même si effectivement on sait que les mécanismes et les illustrations sont... l'illustration, un dessin reste un dessin en fait. Il y a des tendances culturelles et des tendances qui émergent, qu'on voit pas que dans le jeu de société, qu'on voit dans la BD, qu'on voit... il y a le trait s'affine, il y a des trucs beaucoup plus dynamiques. Et voilà. C'était juste faire un petit parallèle sur le jeu vidéo qui est dans cette même position. Voilà. Est-ce que c'est de l'art Et le problème de dire est-ce que c'est de l'art, c'est justement d'arriver à distinguer, est-ce qu'il faut distinguer la mécanique de ce qu'on voit en fait. On peut voir quelque chose de beau, c'est pas forcément de l'art. Parce qu'effectivement, dans le jeu, il y a quand même le mécanisme qui n'est pas juste là pour accompagner le dessin. Et que est-ce qu'on demande à des gens qui sont incultes en mécanisme de juger si un jeu est beau, si un jeu est de l'art, alors que peut-être que le jeu est magnifique, on parle de l'illustration est magnifique, elle devrait être dans un musée, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on peut demander à n'importe qui de juger le mécanisme d'un jeu en fait? Alors, juste, je vais répondre, discuter avec vous sur deux points. Sur le dernier point, ma question sur ce que j'appelle le passage à l'art, c'était sur un parallèle qui se fait quand même sur les mécanismes, sur l'institutionnalisation du champ et du monde de société, qui est vraiment dans des dynamiques absolument identiques à celles que personnellement je peux observer et connaître en bande dessinée ou en photographie. La question de ce passage à l'art, elle ne se ferait pas basée sur une qualité esthétique. S'il y avait, et c'était encore une question un peu prospective, projetée dans les 10-15 prochaines années, s'il y avait par exemple la dimension artistique qui serait revenue, elle le serait sur l'ensemble de l'objet qu'est le jeu de société, c'est-à-dire et la règle et
son aspect donc, à la fois formel et visuel, de la même manière que pour la BD, le passage à l'art, il ne se fait pas uniquement sur les images, mais heureusement aussi sur le récit. Enfin voilà, c'est toujours des objets complexes et complets qui sont appréciés. Ensuite, j'ai distingué la question de l'illustration elle-même, et sur la question de la culture de l'image, je ne l'ai pas intégré au diaporama, mais il y a un film des éditions Pathé de 1924 qui annonce le lancement d'une revue qui était uniquement fondée sur le fait de montrer en image des actualités internationales qui s'appelait Vue, qui a été une des revues qui a inventé le métier d'infographiste et qui a vraiment fondé toute l'économie visuelle des médias avant-guerre. Donc on est en 1924 et dans ce film de présentation, ils expliquent qu'on est aujourd'hui dans une société de l'image, dans une culture de l'image, et qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de lire dans une vie trépidante, il faut voir. 1924. Donc peu de temps, je pourrais dire que ça fait un siècle. Donc ça c'est intéressant simplement de se projeter un peu comme ça pour se rendre compte que cette idée de l'hyper-présence de l'image, elle est à la fois pas fausse, puisqu'effectivement les éléments de reproductibilité et de diffusion de cette image se perfectionnent en permanence depuis un siècle, et la numérisation de l'image a permis de façon exponentielle sa diffusion. Néanmoins, elle essaie aussi allier un autre phénomène qui est celui de la prise en compte de l'image comme un objet culturel que, par exemple, on va voir dans les disciplines scientifiques un intérêt pour l'image qui va s'accroître, monter. Donc on va aussi, elle est certes plus présente, mais aussi on va la voir plus, c'est-à-dire qu'on va la considérer de plus en plus. Et c'est l'alliance de ces deux phénomènes qui donne cette impression d'omniprésence quand on est sur des calculs, on va dire, quantitatifs. Bon, le numérique nous a fait faire un saut, mais qu'on est quand même sur une dynamique qui n'est pas avec une rupture aussi forte. Donc il y a aussi le fait que culturellement on fasse de plus en plus attention à ces images. Les études visuelles dont je vous parlais en tout début, cette idée que l'on va apprécier, que l'on va étudier scientifiquement les images vernaculaires, privées, amateurs, publicitaires, etc., elle a quelques dizaines d'années à peine, enfin, c'est la fin du XXe siècle, ça ne fait pas 2 siècles qu'on est sur ce genre de choses. Donc évidemment, ça rend visible ces images, autant qu'elles sont de plus en plus présentes. Mais elles avaient quand même une grande présence et elles étaient considérées comme déjà très présentes il y a un siècle. Voilà. Donc voilà, il faut être quand même dans un rapport de proportionnalité, parce que se dire qu'on est dans que l'image est de plus en plus présente, c'est parfois aussi une sorte de présentisme qui est asséné en se disant qu'aujourd'hui on voit. Oui, certes, mais aussi on fait plus attention. On va les étudier, on va se dire qu'il faut une éducation à l'image, etc. Il y avait une domination de la lettre comme étant l'objet qui avait une valeur d'étude, et des mots et de l'écrit. Et aujourd'hui, l'image, et ce sont des études qui sont en train d'apparaître et donc qui donnent à voir effectivement cet ensemble-là. Donc, sans vous contredire, justement, juste apporter une nuance. Je voudrais, oui, intervenir par rapport à votre remarque qui était très intéressante, en fait, enfin vos remarques d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, on dit qu'on est dans un monde de l'image depuis longtemps, mais il y a des grands moments. Il y a le premier moment avec l'ère industrielle et l'époque, on dit époque moderne. Et puis il y a un deuxième moment qu'on dit époque postmoderne, à partir des années 60, que vous avez soulevé de façon peut-être intuitive, je ne sais pas, voilà. Et nous avons quelqu'un comme Michaud, par exemple, qui dit qu'aujourd'hui, c'est le titre de ses livres, l'art à l'état gazeux. Finalement, l'art, c'est pas les objets d'art qu'on trouve dans le musée, etc., mais l'art est partout. L'art est partout, c'est-à-dire que même peut-être quelque chose de l'ordre de moments de vie, peut-être, de production, qu'on disait produits culturels, etc., peuvent être de l'art. Donc il y a une façon d'étendre cette notion d'art qui fait qu'il n'y a plus cette querelle de dire, aujourd'hui, si on suit Michaud, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec Michaud, il n'y a pas de souci, mais on peut dire à ce moment-là, nous sommes dans un monde où eh bien, ces productions d'images participatives dans les échanges, par exemple en réseau, etc., peuvent aussi constituer quelque chose qui est dans la créativité, de l'inventivité
et donc de l'art, et non plus l'art au sens classique avec un grand art, et monté sur socle et dans les musées. Ça, c'est une petite parenthèse pour les époques, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde de l'image, mais c'est pas le même monde de l'image que dans les années 20, c'est un autre monde de l'image, avec un autre socle, en fait, épistémologique de pensée esthétique, dans lequel nous sommes. Alors ça, c'est juste une petite parenthèse pour faire le lien entre ce que vous me disiez. Moi, j'avais deux questions à Benoît Forger, une méchante et une toute innocente. Alors, la toute innocente, c'était par rapport aux images que tu as montrées, Raphaël, de Abyss, si tu veux bien, voilà, sur les boîtes, les images des boîtes, non, voilà, merci. Donc, en fait, du coup, j'ai demandé à mon voisin, Maxime, tout à l'heure, j'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu choisirais comme boîte? Parce que vous avez dit, très justement, c'est un effet marketing. Chacun peut choisir sa boîte. Moi, j'ai beaucoup aimé cette notion de personnalisation, c'est vous qui l'avez dit, hein, personnalisation de la boîte. Et moi, je me suis dit aussi, bon, bien sûr, chacun joue, je pense que chacun s'est dit, ouais, qu'est-ce que je choisirais comme boîte, moi aussi, quand on a vu cette ligne-là que vous connaissez déjà, mais bon. Et quand même, je me suis dit, quand même, ce qui est intéressant, encore autre chose que la personnalisation, hein, c'est de me dire, et bien moi je choisirais celle-là, je ne vous dis pas laquelle parce que je serais trop illisible après, mais je vais choisir celle-là, mais je profite du fait qu'il y ait d'autres monstres qui existent, d'autres monstres terribles. C'est-à-dire que c'est un peu comme chacun choisit son avatar et on vit dans ce monde de personnes, je m'identifie plus ou moins à celui-là me fascine plus ou moins, donc je vais prendre cette boîte-là, mais je ne fais pas que choisir quelque chose qui me correspond, je vis aussi à côté d'autres boîtes et d'autres monstres. Donc c'est créer un univers grâce à cet univers de boîtes de jeux. Vous voyez? Donc c'est plus que de la collection, c'est rentrer dans un monde dans lequel on vit, puisqu'on vit aussi avec ces jeux vidéo, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très intelligent, hein, évidemment, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi du ludique là-dedans. Dire aujourd'hui, c'est plus que la collection, parce que je dis aujourd'hui, je prends celui-là, mais toi, Maxime, tu prends lequel? Ouah, tu prends celui-là, et je vais jouer chez toi parce que t'as pas la même boîte, mais parce que c'est toi. C'est un peu comme si, tu vois, enfin bon, bref. Ça, c'était la remarque un peu innocente. Voilà. C'était pas une question, en fait. Non, c'est pas une question. Et la question, c'est une vraie question. Alors, je peux rebondir sur la remarque, là. Ah ouais. Ouais, vous avez l'air super emballé par le fait de je vais aller jouer chez toi parce que tu as cette boîte-là. Alors moi, je suis vraiment pas sûr. Moi non plus. Alors après, c'est chacun son truc, hein, évidemment. Alors, de toute façon, mais l'un va avec l'autre. Effectivement, on choisit la boîte qui nous parle le plus. C'est comme quand on choisit une carte à Dixit. Voilà. C'est-à-dire qu'on choisit une carte parmi d'autres. C'est-à-dire que l'autre va choisir ça, donc c'est inclus, en fait. C'est forcément dans un univers. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce choix de boîte par rapport à nos goûts, alors j'en parle parce qu'on se connaît très bien avec Arwan de Bombix, donc on a pas mal discuté sur cet aspect-là. Ceux qui ont joué à Abyss, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, ça serait un autre thème que ça serait pareil. D'accord. Donc en fait, et c'est pas négatif ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que la force justement de l'illustration a été de créer un univers sur un jeu qui n'en avait pas forcément. Voilà. Donc, et ça, ça a été la force d'Abyss, vraiment, de créer quelque chose, et le artbook est là pour en témoigner aussi. Parce que Erwan comme moi, on a une culture de l'image qui est aussi basée sur... on a plein de artbooks à la maison qui nous servent de source d'inspiration quand on doit travailler sur un jeu. La littérature jeunesse, on a plein d'inspirations qui viennent de là aussi. Donc quand on choisit un illustrateur, c'est par rapport à des sources d'inspiration qui sont soit de notre temps, donc en fait on reçoit tout et on digère sans s'en apercevoir. Donc il y a un aspect... La création, c'est de la digestion pour moi. La création pure, on rentre dans un débat philosophique. Le même genre de débat philosophique qui dit qu'est-ce que l'art? Mais c'est quoi l'art? Alors moi je suis assez sceptique parce que ça veut dire, ce qui est bien avec les débats philosophiques, c'est qu'il n'y a jamais de réponse. C'est des questions. Voilà, ça reste que des questions. Donc on n'aura jamais de réponse sur se dire ah bah oui l'art, alors ça c'est de l'art ou c'est pas de l'art? Donc parce qu'on aura toujours, et comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas parce que c'est dans un musée que c'est de l'art. Parce qu'il y a des croûtes, hein, mais ça c'est très subjectif. Il y a des trucs, on se demande ce que ça fait dans un musée. Il y a des trucs, on se demande ce que ça ne fait pas pourquoi c'est pas dans un musée. Enfin voilà. Donc on rentre dans un domaine qui n'aura jamais de réponse de toute façon. C'est tout. Ensuite, la deuxième. Alors la question, la vraie question. Je voulais juste réagir par rapport à ça. Ils nous
ils ont fait un peu un soufflet avec ça, parce que à la création du jeu, on pouvait avoir toutes les boîtes. Aujourd'hui, il n'y a que celle de droite. Ah, évidemment. Ouais, mais du coup, ça a tué le côté, je veux collectionner, il fallait se jeter dessus, en fait. Mais je crois que c'était l'idée de Charles sur C'est extrêmement cruel. Hein. quand on parle. Mais c'est cruel, mais c'est... Alors, faut pas... comme je disais tout à l'heure, le jeu de société, c'est un produit. Oui, non, mais... Donc, il faut garder ça à l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a un coût. Ça a un coût pour l'éditeur de réaliser cela. Ok ? Donc, ce coût, est-ce qu'il va le reporter à chaque fois? C'est un argument marketing, tout simplement. Et c'est là que le coup a été bien joué aussi. Donc, oui, effectivement, ouais. C'est comme ça. C'est pour le dire à la dame. Comment? Juste pour le dire à la dame, je trouve ça fantastique que c'est plus possible. Ah oui, ça, on est clairement dans un argument marketing. Hein, donc, plus ça va, moi, vous aurez du bonheur. Moi, vous irez jouer chez les mêmes gens que vous, en Voilà. fait. C'est ça. J'avais une question. Alors, je pratique. Il y a encore voilà, je finis. Je voulais juste poser, alors donc, me poser ma vraie question, mais qui peut être liée après à celle-là. La vraie question, c'est que vous avez utilisé plein de fois le mot beau, et puis des fois le mot moche. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour très vous? subjectif. Voilà, mais encore, voilà, c'est ça ma Mais question. encore, En fait. on rentre dans un débat qui est... Non, mais on peut prendre des exemples précis. Hein, Alors, il y a des choses est-ce qui... que ça c'est bon pour vous? Effectivement, mais c'est comme dans toute production, toute création, il y a des choses qui parlent plus à un ensemble de gens que d'autres. Donc on peut avoir une certaine, enfin une relative unanimité. Une relative, hein, parce que moi je peux vous trouver des gens qui auront horreur des illustrations de Dixit par exemple. Mais voilà, mais moi quand je dis que c'est beau ou que c'est moche, c'est uniquement moi qui le pense. Bon, un petit C'est pas une Mickey, ça peut vérité. faire l'unanimité. De comment? Un petit Mickey de Disney, je sais pas, il faut arrêter. Un petit Mickey de Disney. Ça peut faire l'unanimité il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont dire ouais, ça c'est Ouais, super, mais ça moi pas forcément. je connais des enfants qui n'aiment pas Mickey. Ouais, mais est-ce que c'est le nombre qu'on juge ça? Bah non, il n'y a pas Non, à mais c'est juger. juste Mais non, pour mais en embêter. fait, mais... Ah bah non, ça m'embête pas, mais il n'y a pas à juger en fait. Il n'y a pas à juger. Heureusement que les Mais gens vous, apprécient pas moi, tout ce qui ça. m'intéresse, c'est voilà. Est-ce que un jeu n'importe lequel, de dire pourquoi, d'après vous, il est beau, ou voilà, ou pourquoi, d'après Parce vous, que il c'est est des moche. goûts, déjà. Oui, mais voilà. Bah voilà. L'illustrateur que je contacte pour faire le travail d'illustration, c'est parce que son travail me plaît et que je pense qu'il irait bien sur l'univers. Moi, quand je recherche un illustrateur, c'est une ambiance que je recherche. Ouais. Voilà. Et puis effectivement, à partir du moment où on juge si c'est beau ou si c'est moche, on peut se tromper, parce que ça veut dire que cette illustration va peut-être vous parler à vous, mais pas forcément au public que vise le jeu. Et c'est quand je dis que l'idée c'est de trouver l'équilibre, eh ben on est en plein dedans, quoi. Voilà. Alors, j'avais une question très pratique. Comme dans les livres, on parle d'une première de couverture et une quatrième de couverture. Dans le jeu, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Il y a la première de couverture de l'objet de jeu et la quatrième de couverture, parce que quand on prend les jeux de société, l'objet de jeu, on est séduit par l'image du conditionnement, mais généralement on le retourne. Oui, c'est le but. Qu'en est-il de ce travail De qu'il y a l'illustration, derrière? en l'occurrence. Voilà. Qu'en est-il de ce travail derrière qui présente les objets de jeu à proprement parler et quel travail il y a autour de ça? Parce que ça peut séduire. Disons qu'on cherche aussi des objets dans cette boîte et la présentation de ces objets est particulière et peut donner des envies ou pas d'utiliser ces objets ou pas. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'était juste pour savoir un peu quel travail vous faites autour de cette quatrième, je ne sais pas comment ça s'appelle, de couverture sur la boîte. Bon, ça s'appelle de la même façon, enfin moi d'autant plus que sur les boîtes en forme de livre, il y a même une deuxième de couverture dont je me sers. L'illustration en fait de couverture va amener les gens, que ce soit dans le boutique ou en ludothèque même, à prendre la boîte en main et à la retourner pour voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est très important. C'est pas simple la quatrième de couverture à réaliser parce qu'il faut pouvoir voir le matériel, enfin c'est mon avis, hein. Voir le matériel et avoir un petit laïus qui explique rapidement le but du jeu et ce que va être le jeu. Alors c'est assez difficile à réaliser parce que là,
on n'est pas seulement sur de l'illustration, il y a du texte. Donc, comme on sait que les gens ont de plus en plus la flemme de lire les choses, il faut être concis, et voilà. Et ça, c'est assez compliqué de condenser tout ce que peut évoquer un jeu dans un petit texte, donc ça, c'est assez compliqué. Je dirais même qu'il y a des jeux qui s'y prêtent, et il y a d'autres qui ne s'y prêtent pas du tout. Il y a un bon exemple, je trouve, alors là, c'est plutôt dans le livret de règles, sur l'UniQuest. L'UniQuest, pour moi, c'est le jeu, en fait, quand on vous l'explique sur un festival ou comme ça, quand il vous est expliqué, c'est totalement intuitif. Par contre, quand vous lisez les règles, et pourtant moi je connaissais le jeu, mais quand j'ai lu les règles, je me suis posé plus de questions que je n'en avais avant. Alors ça n'empêche pas le succès du jeu, mais comme quoi c'est un exercice, et puis c'est pas une critique, hein, c'est que tout le monde a affaire à ça, que ce soit la rédaction, tout le volet rédactionnel de la 4e de couverture ou des règles, c'est un exercice très compliqué. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est dans une société d'images, et la phrase typique, c'est « une image vaut mieux qu'un long discours ». Et là, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que dans les règles, il faut avoir beaucoup de visuels, c'est-à-dire des schémas explicatifs, des choses comme ça, mais il faut avoir du texte aussi, sachant que les 3/4 des gens vont lire le texte en diagonale. Moi, j'ai eu des surprises sur les jeux, quand je les entends, quand j'entends des animateurs parfois expliquer les jeux sur les festivals. Les gens, ils viennent, on en parle après, mais en fait, les règles ne sont pas du tout expliquées de la manière dont elles ont été écrites. Alors, est-ce que c'est pas une manière de s'approprier le jeu aussi? Parce qu'on sait qu'un jeu comme le Uno, par exemple, le Uno, alors on sort un peu de l'illustration, mais c'est rapide. Le Uno, c'est un jeu, dans chaque département français, on y joue d'une façon différente. Mais en fait, ça n'empêche pas son succès. Donc en fait, il y a une manière peut-être pour les gens de s'approprier le jeu, en définitive. C'est peut-être une manière, cette manière-là. Mais tout le volet textuel, notamment sur les règles et donc sur la 4e de couverture, c'est un exercice très difficile à réaliser. Parce qu'il faut être concis, il ne faut pas que ça soit les gens s'ennuient en lisant les règles. Il y a tout un travail de mise en page qui n'est pas évident. Et il y a aussi l'image des objets qu'on va trouver dedans, parce que c'est souvent des photos, en général, alors, la disposition, comment c'est installé. C'est de moins en moins des photos, c'est plutôt des visuels 3D, en fait, qui sont réalisés directement à partir des éléments du jeu, réalisés par ordinateur. Il y a de moins en moins de photos en définitive. Maintenant, c'est quasiment du visuel 3D. Donc, en général, comme c'est du visuel 3D, ça tend à mettre en scène quand même le matériel, pas simplement l'étaler, en fait. Donc, alors, l'image 3D n'est pas forcément complète, parce que mettre tout le matériel, c'est pas forcément la bonne solution non plus, parce que sur certains jeux, si vous montez tout le matériel, vous n'y voyez plus rien. Donc le but, en fait, il y a vraiment un côté, je vais dire un gros mot, artistique, presque. Non, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène du matériel, c'est-à-dire qu'elle doit être percutante et lisible surtout. Et en fait, on en avait parlé tout à l'heure, Raphaël, dans le matériel de jeu, parce qu'on n'en a pas parlé, dans le matériel de jeu, le matériel de jeu doit à la fois d'être beau, entre guillemets, mais fonctionnel surtout. Et donc, nous, les humbles éditeurs de jeux, on essaie de travailler sur ce côté ergonomique du matériel de jeu. C'est-à-dire qu'une belle... Moi j'ai vu, on a tous vu des jeux, de très belles illustrations, mais qui ne faisaient que nuire, en fait, au déroulement du jeu, à la façon dont la partie va se dérouler, à créer des ralentissements, c'est-à-dire à casser la dynamique du jeu. Donc là, pareil, c'est un équilibre à trouver entre comment je gère mon aspect illustratif avec la mécanique de jeu, en fait, et la sensation que cette mécanique va produire auprès des gens. Je pense que peut-être le moyen de régler le débat sur le mot, c'est d'utiliser le terme de séduisant. Parce que séduisant, en fait, la question, Mickey Mouse pour un enfant, c'est séduisant, ça l'attire. Une illustration très travaillée, pour d'autres publics, ça va être séduisant. Donc, je pense que peut-être la question, c'est de séduire, d'accrocher le regard, d'accrocher, et ensuite d'être lisible. Tu disais sur l'organisation graphique, donc d'être séduisant et lisible à la fin. Je pense que ça permet d'évacuer justement des termes qui sont réalisés assez souvent sur le beau, etc. Et de simplement dire quel est l'objectif, plutôt que de qualifier la réalisation. L'objectif pour le Scrabble, le Monopoly, le Milborn et Trivial Pursuit à l'époque, c'était d'être séduisant.
de la même manière. C'était d'accrocher le bloc. À chaque époque du Cluedo ici, l'objectif c'est d'être séduisant en tenant compte de la culture visuelle propre à un espace et à une société donnée, à une époque donnée, et aux références où tu disais aussi sur les boîtes jaunes, et bien l'idée là c'est d'accrocher le regard, c'est pas d'être beau, moche, peu importe, c'est d'accrocher le regard, d'accrocher un regard, ou de séduire quelque part par le jeu, puis ensuite par une identification rapide. Donc, je pense que ça permet de sortir un peu du débat beau pas beau, qui finalement n'est pas la question qui est posée par ces boîtes. Parce que c'est trop philosophique. Non, c'est pas dans ça, c'est que ça déplace le débat sur un terrain qui n'est pas le sien pour l'instant. On est, tu l'as bien dit, sur une économie industrielle ou artisanale, mais en tout cas une économie sur un objet à la fois qui est un objet commercial, mais aussi un objet culturel qui donc va essayer de séduire un public et à la fois va se construire, s'institutionnaliser pour aller vers une légitimation culturelle. Donc voilà, je pense que c'est juste un terme qui permet d'être plus efficace. Oui, j'aurais juste une petite question ici. Moi, je suis graphiste et illustrateur. C'est vrai que du coup, la question de ce que je trouve beau, par exemple, c'est pas la même que pour un éditeur. Moi, ça va être ce qui va me marquer, ça va être justement la façon, le fonctionnel va créer du beau, par exemple. Donc, le style épuré et très ergonomique, en fait, va en même temps soutenir le beau. Mais bon, c'est pas ça dont je voulais parler. Ce qui m'intéresserait de savoir, enfin, en tout cas de discuter, c'est la dimension de est-ce que le jeu est un art. Il ne me semble pas, vous allez me dire, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste, mais il ne me semble pas que le jeu, qu'il soit vidéo ou de société, soit considéré comme le 11e art ou j'en sais rien. Je ne crois pas qu'il est dans la classification des arts. Comme on doit avoir 9e art pour le vidéo. La classification des arts. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre en fait qu'il y ait une légitimation en fait de la société, des institutions et tout pour considérer le jeu comme un art. Est-ce que, alors je me demande souvent si le fait que en jeu vidéo on se pose cette question, en jeu de société on se pose cette question, souvent je me demande si c'est pas la dimension ludique qui pose problème, surtout en France où j'ai l'impression que l'art c'est quelque chose de sacré et du coup dès qu'on y touche, alors, le ludique ce serait malaxer l'art et cette dimension-là elle ferait que tout d'un coup là, attention c'est du ludique donc faut pas péter plus haut que son cul, on va pas considérer ça comme un art. Personnellement je trouve que le jeu de société a toutes les dimensions d'un art, on peut même considérer que j'irais peut-être au contraire de ce qui a été dit, mais qu'il peut y avoir une histoire même du jeu de société, même qu'on peut déterminer au niveau visuel, puisque les jeux, on l'a vu, sont datés visuellement, donc on peut vraiment avoir une histoire du jeu même visuellement, et même au niveau des mécaniques. Donc on peut faire une histoire des jeux, il y a maintenant des auteurs qui signent, voilà, une signature, on va pas revenir sur même en art ce qu'on a pu poser comme question du champ, quoi, sur une œuvre, une signature, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, etc. Mais donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait se priver de dire que le jeu est un art, même si je suis d'accord, il y a une dimension commerciale, etc. Mais on peut dire un art n'est pas de l'art. Si on veut essayer de calmer un peu les choses et peut-être pas aller trop loin. Donc voilà, c'était mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, de mon point de vue d'éditeur, je recherche pas, enfin, je m'en fous de la légitimité en fait. Je comprends, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. C'est pas le but en fait. C'est pas le but. Si ça vient, ça viendra. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, à de voir. C'est pour ça que le débat sur Trick Track, je le trouvais un peu trop prématuré, un peu pompeux, parce que on voulait déjà instaurer grosso modo le jeu de société comme un art. Alors, pour moi, on n'en est pas du tout là. Déjà, si on pouvait le faire devenir un produit culturel, ça serait déjà pas mal. Ensuite, on verra. C'est pas quelque chose qu'on cherche en fait. Alors c'est pareil, le produit culturel, mais aux yeux de qui? Ça y est, ça y est, la fille. Ah ouais, non mais attendez. Ah ouais, alors attendez. Ouais, parce que non, alors il y a vous ce que vous pensez de jeu de société. Moi, je pense que c'est un produit culturel. Il y a ce que les autorités, tout ce qu'un organisme administratif peut penser. Ce que je dis, c'est justement
justement pas. On s'en fiche. Ah non, bah, on s'en fiche pas. On s'en fiche pas. Je veux dire, on peut réfléchir d'une façon comment dire, pas absolue philosophique, quoi, et réfléchir d'une façon pragmatique, commerciale. Donc là, il y a deux façons de oui, mais à un moment, on s'entrechoque, forcément. Oui, c'est juste que c'est parce que l'institution n'a pas dit que ça peut pas l'être, en fait. Ah oui, mais d'accord. Oui, mais c'est pas parce que vous voulez que l'institution va le dire. Excusez-moi, juste en fait, là c'est exactement le sujet du débat cet après-midi. On a commencé, il y a une question et on va reparler à fond cet après-midi. Non, mais alors, parce qu'il y a d'autres questions en fait. Le truc, c'est que moi, alors, je prends mon cas, la gamme Contes et Jeux, pour moi, c'est un produit passerelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être entre le monde du livre, notamment la littérature jeunesse, entre guillemets, et le jeu de société. Donc pour moi, oui, moi je considère que ma gamme, c'est un produit culturel. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va le retrouver partout en librairie, ça ne veut pas dire que... Parce que c'est pareil, les librairies, il y en a certains qui ont une haute opinion de ce qui est un produit culturel et qui considèrent que le jeu de société n'est pas un produit culturel encore. Voilà. Alors c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a qui intègrent, il y a de plus en plus de librairies qui intègrent le jeu de société dans leur voyage. Donc, et des bibliothèques également. Oui, des bibliothèques également. Voilà. Même pour moi, alors je vais peut-être faire essayer de poil. Je trouve qu'une médiathèque, en fait, une ludothèque ne devrait pas être séparée, devrait être intégrée à une médiathèque. Parce que le fait de mettre une ludothèque à côté, pour moi, c'est ne pas l'intégrer dans le reste, en fait. C'est-à-dire qu'une médiathèque, pour moi, alors je comprends qu'il y ait des réticences de la part des médiathèques à intégrer le jeu de société, hein, c'est pas du tout le bibliothèque. Mais voilà, mais une médiathèque, ça doit couvrir le livre, la vidéo, le jeu de société et tout ça. C'est pur, enfin, que ce soit pluraliste. Alors c'est pour ça que se crée très peu, parce que nous on est la deuxième à Saint-Médard-en-Jalles, on n'est pas très loin de chez vous, une ludo-médiathèque. Ouais, on a pris le parti de mettre le jeu au milieu du livre. Je pense que c'est la meilleure façon d'intégrer. Et pas sur des étagères à part, et pas dans un lieu à part, c'est vraiment mixé avec les livres. Alors évidemment, moi quand je vois ça, je suis bibliothécaire jeunesse, donc j'ai vu ces voix qui L'idée c'est ça, mais même pour tous les jeux. Alors c'est plus facile. Le piège aussi pour le bibliothécaire, c'est de vouloir trop faire ce parallèle avec la littérature de jeunesse. Alors j'ai mes garde-fous, j'en ai deux bibliothécaires, donc j'ai mes garde-fous. Je fais attention, mais maintenant je suis plus sensible au jeu et je regarde différemment tout ça. Mais c'est vrai que je peux avoir discuté avec des bibliothécaires qui de plus en plus viennent visiter notre bibliothèque, ou des bibliothécaires d'ailleurs, qui se posent la question, mais c'est quoi ce lieu où tout est mélangé? Et pourquoi du jeu au lieu du livre? J'en ai entendu une dire « Ah oui, nous aussi on va acheter du jeu. » Alors, ça c'est bien parce qu'avec les comptes on peut faire des choses. Et puis alors systématiquement, il me citait des jeux et elle faisait systématiquement le vis-à-vis avec du bouquin. Alors ça c'est le piège du bibliothécaire effectivement qui est formaté livre, etc. Bon, mais c'est parce que c'est nouveau. Hein. Oui, il faut que ça commence par un moment, quoi. Ça a démarré comme ça. Mais ça c'est de la théorie en fait, parce que je pense pas que la plupart des bibliothèques soient prêtes à accueillir une ludothèque, ou la plupart des médiathèques soient prêtes à le faire. Sinon ça serait trop beau. Oui, ça se fait. Mais tant mieux, mais c'est ce que je dis, c'est en évolution. Et convaincre les bibliothécaires et convaincre les bibliothécaires. Oui. Les réticences sont des deux côtés. Et convaincre les municipalités aussi. Alors ça c'est notre débat. Non, parce qu'il y a d'autres... Non, on ne va pas rentrer dans ce débat. Excusez-moi. On essaye d'être un petit peu discipliné, on demande la parole, on lève la main. Quand on a le micro, on parle. Monsieur attendait depuis un bon moment et il attend les patients. Donc, monsieur Mathieu, c'est à vous la parole. Merci. Pour revenir sur la question de la bibliothèque, il y a aussi tout le débat aussi sur la place des mangas, de la littérature jeunesse, des comics. Est-ce qu'il y a ces produits-là, ces objets-là peuvent aussi rentrer en bibliothèque? Il y a eu un long débat, et il y a toujours un long débat en bibliothèque sur finalement cette culture de masse, cette culture qui serait peu légitime, sur une place qui peut être faite en bibliothèque. Et finalement, le jeu, le jouet, qui est souvent connoté aussi en France, et divertissement, loisir, est-ce qu'il peut aussi rentrer dans un lieu où finalement la culture, c'est autre chose? Et pour décaler le regard, c'est aussi dans l'animation, tous les débats qu'il y a eu entre l'animation culturelle financée par le ministère de la Culture dans les années 70, et finalement l'animation sociale et socio-culturelle qui crée de la sous-culture avec des pauvres et qui finalement intervient dans le quartier populaire. Donc c'est là aussi on a une distinction entre équipement et professionnel qui s'est longtemps faite, alors que dans d'autres pays où on est un peu moins rationalisé, une vision un peu plus ouverte, il n'y a pas tellement cette notion de culture illégitime ou légitime. Des objets sont plus facilement rattachés à d'autres institutions, c'est pas forcément cloisonnés entre âge ou
entre produits ou entre fonctions ou tout ça. Ça, c'était une première remarque. La question que j'avais, c'était aussi qui me venait à l'esprit, parce que du coup, je viens de Paris 13, et ça a un effet sur moi, c'est qu'il y avait on avait fait travailler un groupe d'étudiants sur Monopoly il y a un an, et ils avaient trouvé plus ou moins 200 boîtes de Monopoly différentes et de plus ou moins 200 licences différentes. Et finalement, c'est comment l'illustration, mais aussi l'univers, je ne sais pas si c'est l'univers qu'il y a autour, en fait, on peut mettre n'importe quel dessus. Le jeu en lui-même et les mécaniques du jeu ne changent pas. On peut mettre n'importe quoi dessus, avec du bon chez méchant, du Nintendo, du nostalgie pour vendre les premières boîtes, ou des villes diverses et variées, ou du ACDC, du Metallica, enfin, du Pokémon, j'en ai un peu. Oui, il y a tout, t'inquiète pas. Donc c'est là où finalement il y a aussi des jeux, dans la mécanique même, il y a besoin d'illustration, il y a besoin de quelque chose qui soit construit. Comme le cas de Dixit, ou finalement, ou dans d'autres, il y a besoin d'une belle illustration qui appelle, ou qui séduise, ou qui appelle quelque chose qui permet de jouer avec. Ou qu'on peut s'approprier. Dixit, c'est l'exemple le plus flagrant, c'est-à-dire c'est l'illustration est au service du jeu, mais totalement. C'est-à-dire que si ça s'est vu au niveau des différentes extensions de Dixit. Moi, avant que je parte de chez Nebule, on était en train de travailler sur celle qui a été illustrée par Xavier Colette. Et en définitive, c'est peut-être celle, enfin peut-être que vous avez des expériences différentes, mais c'est peut-être celle qui marche le moins bien, parce que son dessin est peut-être un peu trop concret. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que sur Dixit, l'illustration a un poids énorme dans le jeu, ce qui n'est vraiment pas le cas d'un jeu comme Monopoly, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et puis, alors c'est un cas à part, le Monopoly, tous ces jeux de... Les Uno aussi. Oui, mais c'est comme si des jeux qui étaient là, les premiers quasiment, ils ont tout un historique derrière qui fait qu'on n'a plus besoin de les présenter en fait. Pour revenir sur le cas du loup-garou, nombre de personnes qui jouent sans le jeu, sans les cartes finalement et l'illustration, mais qui les écrivent et qui jouent avec. Donc finalement, c'est comment on peut jouer à un jeu sans forcément voir les images du jeu. Mais ça, je suis pas... Alors, on dit ça beaucoup de Time's Up aussi, mais ça n'empêche pas d'avoir des ventes assez énormes. Donc, au regard du prix du jeu de loup-garou, je pense que les gens auront plus tendance à acheter le jeu plutôt que de le fabriquer eux-mêmes. Ouais. Et puis, il y a une certaine reconnaissance dans l'œuvre, en fait, qui est réalisée, quoi. C'est-à-dire que c'est... Alors, bon, d'accord, ok, le système des loups-garous, c'est pas lui-même qui l'a inventé, mais il a su l'adapter. C'est ça, c'est là la force de la chose. Donc, une reconnaissance, quand on achète quelque chose, il y a une reconnaissance de celui qui l'a conçu aussi. Moi, je voulais revenir sur deux choses, sur le débat, la remarque en tout cas sur la médiathèque et pourquoi la ludothèque n'est pas inclue dans une médiathèque, et aussi sur l'univers en fait, des jeux. En fait, on a aussi un héritage, enfin il me semble, de classification des arts, c'est-à-dire que les choses ont été séparées, c'est-à-dire qu'il y a eu la peinture, il y a eu le cinéma, et on a séparé tout ça. Et en fait, il n'y a pas de raison de séparer tout ça. Il n'y a pas de, enfin, c'est juste classifié éventuellement, mais il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il me semble qu'on voit aussi des choses, ce qu'on appelle plus ou moins du transmédia, c'est-à-dire que c'est des univers qui sont en train de se créer et qui sont déclinés sur plusieurs supports. C'est-à-dire qu'il y a de la vidéo, il y a de la BD, il y a du roman, il y a du jeu, il y a... Voilà. Et c'est plutôt un univers qui se crée, donc l'image est importante parce que ça participe à l'univers. Et je pense que ce que tu fais avec ta gamme de comptes, c'est ça aussi, hein, c'est un univers plutôt qu'un support. Et dire qu'une médiathèque doit faire du livre ou du jeu, ben, c'est aussi casser ça, c'est-à-dire que il faut arrêter de dire il y a le livre d'un côté, il y a la BD de l'autre. Tout ça, c'est de la culture. Et il n'y en a pas une qui est plus haute que l'autre. Voilà, dire c'est le premier art, le deuxième art, le septième art, voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est-à-dire que la culture, c'est quelque chose de global. C'est pas, voilà, ça c'est de la culture, ça c'est pas de la culture. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de casser ça un peu. Moi, j'ai l'exemple d'une web-série que j'aime bien, qui est Noob, et qui a commencé par Internet à faire des vidéos amateurs, et qui aujourd'hui fait du roman, et de la BD, et des jeux, et du jeu vidéo, et finalement, c'est un univers. Après, on aime l'univers ou on n'aime pas l'univers, chacun voilà, s'immerge là-dedans ou pas. Mais du coup, voilà, je pense qu'on est en train de casser un peu ce clivage, qui est peut-être l'héritage du siècle des Lumières, où on aimait bien classifier les choses en fait.
Voilà, après, c'est ma vision, peut-être que voilà, j'ai pas forcément beaucoup de références, donc je manque certaines choses, mais voilà. Alors, peut-être me permettre pas de répondre, mais simplement d'alimenter la réflexion. Il y avait pas de question. Voilà. Effectivement, il y avait la classification des beaux-arts qui hiérarchisait les pratiques, les genres, etc. Et on va dire, le fait de casser un peu cet ensemble de classification, il est de nouveau assez ancien. On parlait du champ tout à l'heure, on est sur cette période de la fin du 19e et du début du 20e qui va ouvrir les portes de la reconnaissance artistique et affirmer que pour Duchamp, eh bien, un urinoir renversé, on va l'appeler Fontaine et ça va être une œuvre. C'est une façon de faire un pied de nez à cette classification, assez pratique aussi. Après, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Donc oui, la question de l'œuvre, la question de la reconnaissance artistique, la question de la pratique artistique, elle s'ouvre sur l'ensemble du XXe siècle à des pratiques de tous ordres, des pratiques avec l'art moderne, l'art postmoderne dont on parlait tout à l'heure, avec les installations. Enfin voilà, on va ouvrir vraiment toutes les formes et c'est ce qui va aussi permettre d'aller jusqu'à se dire que un jeu, sa règle, son ensemble, l'objet, sa pensée peuvent avoir une dimension artistique. Je le distinguerai quand même un petit peu, si je peux me permettre, du transmédia storytelling, qui est effectivement le déploiement d'un univers narratif sur différents supports, dans le temps et dans l'espace. Pourquoi je distinguerai? Parce que quand même, pour l'instant, les grandes opérations de transmédia storytelling sont quand même le fait de l'industrie culturelle, aussi parce qu'il faut avoir la puissance économique, la puissance de réalisation, du déploiement de cet univers sur beaucoup de supports. Aujourd'hui, c'est pas exclusivement, mais c'est quand même très dominé par une industrie culturelle. Voilà, c'est juste voilà, à voir. Oui, alors moi j'avais plus des choses qui ressemblent à des remarques par rapport à tout ce que j'entends. Déjà, je trouve qu'il y a des questions qui sont un peu troubles sur la question culture et art. Parce qu'il y a des choses, il y a des moments où culture et art c'est relativement confondu, notamment si on va commencer à parler de notre ministère de la Culture actuel. Dans les dimensions qui reconnaît de la culture, on est quand même très souvent proche de l'art ou de choses comme ça. Effectivement, si on va être reconnu comme produit culturel, à un moment, ça va poser la question comment on fait et par quelle entrée on y va. Et je trouve ça rigolo parce que si je reprends tous les termes que j'ai entendus depuis un moment, j'ai entendu œuvre, j'ai entendu création, on parle de technique, et l'art, il s'est aussi beaucoup distingué à travers l'histoire par l'emploi de nouvelles techniques, des techniques qui arrivaient de tout un tas de choses. Je vois la volonté de créer des objets uniques pour se distinguer, ce qui est aussi, que ce soit dans une logique commerciale ou dans une logique comme on pouvait avoir avant, de puissance ou de démonstration de savoir-faire, etc., etc. Et au final, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Peut-être à part un côté économique, mais encore une fois, qui pour moi n'est pas vraiment un problème, parce que aujourd'hui les choses sont beaucoup plus reproductibles, et il y a des œuvres d'art, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être reproduites. La question du côté unique n'est pas forcément quelque chose qui définit l'art en tant que tel. Et du coup, voilà, moi je me pose la question, c'est culture, art, je vois pas bien la différence entre les culture, art, comment on rentre, comment on distingue, et comment on se positionne nous par rapport à ça. C'est très trouble. On le sait, je pense. Voilà. Et après, la question aussi qui m'intéressait par rapport au débat qu'il y a sur les médiathèques, est-ce que nous, on définit le jeu? Est-ce que ça arrive qu'on parle du jeu en définissant comme média? Parce qu'on parlait tout à l'heure je donnais un exemple rigolo. Moi, quand je suis arrivé à la LF, j'ai fait comme d'autres, j'ai regardé le site de la LF. Et dessus, j'ai vu convivialité, machin, bidule, des tas de trucs. Et je me suis dit, tiens, super, je vais voir le ministère de la convivialité, je vais demander des thunes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de moments où dans notre langage aussi, c'est vrai qu'on a un langage qui est en décalage par rapport à la réalité des institutions, par rapport à la réalité des clés d'entrée dans les institutions, notamment être reconnues comme produits culturels ou autres. Et c'est intéressant peut-être de réfléchir à ça, de réfléchir aux mots qu'on utilise pour caractériser le jeu. La culture, c'est
quelque chose de global. De toute façon, on est dans une société qui a une culture, d'accord? De la culture, tout participe à cette culture, notre manière de faire, les images que l'on croise, la façon dont on se comporte, la façon dont on joue. L'art, c'est un système particulier, distinct, avec, pour moi, qui suis une historienne, alors sans doute ce ne sera pas la même approche, et pour moi c'est un système de légitimation particulier, où effectivement on va avoir un artiste, une œuvre de l'art, c'est un espace particulier qui va avoir aussi son marché économique, le marché de l'art, ses institutions, les musées, etc. Normalement il y a aussi une distinction sur le fait que l'art a une fonction qui ne doit pas être utilitaire à première vue, qui doit avoir une fonction en plus d'une proposition plastique qui va être avec une ambition plus philosophique, on va dire. Voilà, pour résumer, j'ai pas le temps de développer, c'est pour ça. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Baptiste tout à l'heure en prenant l'exemple des 200 déclinaisons du Monopoly et du Dixit. Pour moi, là, justement, on touche quelque chose de très différent, de très spécifique par rapport à l'image des jeux et leur manière de diriger aussi le plaisir du jeu. Parce que pour moi, il y a vraiment, d'un côté, un jeu qui effectivement utilise l'illustration au gré des époques pour l'illustrer, voire pour séduire, dans une approche vraiment économique et marketing. On s'adapter aussi. Voilà. Et de l'autre, il y a un jeu qui a été pensé avec les illustrations en tant que mécanisme fondamental du jeu. Et du coup, il y a vraiment une différence. Les jeux ont été conçus de manière différente. Et Dixit, pour moi, est un très bon exemple, parce que si on enlève des illustrations, et l'exemple des extensions le prouve aussi, ça va changer radicalement. Déjà qu'il y a la subjectivité des personnes qui jouent, qui vont apprécier ou pas telle carte, la poésie, la ressentir différemment. Et il y a aussi les illustrations qui vont donner un corps au jeu et au plaisir de jeu qui va être totalement différent. Ce qui fait que dans ces jeux-là qui ont été vraiment pensés comme des produits culturels globaux, il y en a de plus en plus aussi aujourd'hui. L'image, l'illustration, le matériel sont vraiment des éléments qui font partie prenante du jeu, au même titre que les mécanismes qui sont rédigés dans la règle. Et du coup, si on les enlève ou si on les altère, ça va changer complètement l'expérience du jeu. Là où finalement, mettre les Simpsons ou mettre Batman, et ça change pas grand-chose à l'expérience du jeu. Voilà. Du coup, pour vous rejoindre, ça serait la marque d'une époque, de cette importance accrue d'une illustration. C'est vraiment un postulat de... Ce n'est pas simplement un aspect de séduction, de marketing et tout, mais c'est aussi un mécanisme à part entière du jeu. Puisque si ces illustrations-là, je les pense différemment, mais aussi ça rejoint le matériel, puisqu'on ne parle pas de jeux en bois, mais le matériel aussi, a aussi une part illustrative finalement, parce que quand on joue aux échecs, ça va aussi jouer comme une illustration. Je crois qu'on t'entend plus très bien. L'hypothèse que je ferais, mais en vous rejoignant, c'est qu'il y a une distinction à faire, mais c'est aussi sans doute quand je parle de la marque d'une époque, c'est quand on voit l'importance qui est accordée à l'illustration, à un moment donné, elle va même rentrer dans le jeu. C'était simplement ça, la proposition que je faisais. Parce que l'importance qu'on lui donne fait qu'on va lui donner une place jusqu'à primordiale. Moi, je le vois plus de l'autre côté où les personnes se sont dit c'est pas simplement un bonus, mais ça peut aussi être un élément intéressant à vraiment intégrer. En fait, on est d'accord, on y va de la même manière. Oui, de toute façon, au préalable, enfin, la règle, la mécanique de jeu existait avant les illustrations concernant Dixit, comme la totalité des jeux. Après, l'illustration est venue se mettre au service de la mécanique, mais d'une manière beaucoup plus prégnante que la plupart des jeux qui existent. Dixit, c'est un cas assez atypique, hein, parce que la plupart des jeux de société, je ne veux pas dire vous prenez un illustrateur, vous le remplacez, c'est pas ça l'idée. Hein. Mais il y a des jeux sur lesquels vraiment, que vous preniez tel ou tel illustrateur, au final, qu'est-ce que ça changera quoi. Alors après, il y a les jeux abstraits aussi, on est plus sur une partie graphique qu'illustrative. C'est aussi un autre pan. Il y a aussi des jeux abstraits qui sont thématisés. Bon là on le voit tout de suite, mais pourquoi ils sont thématisés? Peut-être pour attirer les gens, pour être séduisants en fait. On est dans la séduction. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans des jeux comme Dr. Shark, où tu vas avoir l'aspect illustratif qui se retrouve dans quelque chose de tactile, ou des jeux de style phosphorescent. L'illustration aussi est encore une fois implémentée dans le mécanisme qui fait que... On peut regarder la question pour après. Ouais. C'est plus technique, moi je dirais, de ce point de vue-là. L'utilisation d'une technique
ça soit touché. J'ai fait un peu souffrir les gens du légal et de la licence pro hier avec Jacques Henriot, et du coup je pense que c'est là aussi où on peut parler du jeu ou le jeu de manière générale, différencier un peu ce qui relève de l'attitude ludique du jouet, de ce que font les gens quand ils jouent, de la structure ludique, et finalement il y a des jeux qui font appel à un matériel qui est constitué d'une certaine façon, qui est avec des illustrations très particulières qui aident la structure ludique. Il y a des jeux finalement qui dissocient finalement le matériel de la structure. Donc c'est là où Monopoly est un très bon exemple, on met n'importe quelle image dessus, ça ne change rien à la structure. Et donc c'est là où, de quel jeu on parle. Est-ce qu'on parle du matériel, est-ce qu'on parle de la structure, est-ce qu'on parle de l'attitude pour avoir les gens. Ça peut aider aussi à distinguer un peu les questionnements, les choses, le rôle d'illustration dans le jeu de société. Oui, en fait, on a déjà un peu soulevé ce dont je voulais parler, tant que le micro donc, effectivement, je voulais voir par rapport justement à l'aspect du titre, en fait. J'ai l'impression que l'illustration suit justement l'évolution culturelle, comme je disais, et qu'on passe peu à peu en fait, d'une culture qui était très littéraire à une culture de plus en plus de l'image. Et qu'on peut le voir justement sur les boîtes des plus anciennes versions du jeu, où ce qu'on mettait en valeur, c'était surtout le nom du jeu, en fait, le Monopoly, le Cluedo, etc. On voit le nom et le mot apparaît en gros, en fait, alors que l'illustration est finalement assez secondaire, en fait, dans une culture où c'est plus par la parole, en fait, qu'on se dit, eh bien, est-ce que tu peux tester le Monopoly, le Trial Pursuit, qui sont passés dans le langage courant. Aujourd'hui, en bibliothèque, et je pense que ça doit le faire aussi un petit, de plus en plus, les gens nous parlent justement d'un aspect visuel, de dire « Ah, mais c'est une boîte avec un dessin où il y a, je ne me rappelle plus le titre, mais il y a un lapin dessus. » Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, on voit sur les nouvelles boîtes que de plus en plus le titre du jeu devient secondaire et apparaît de plus en plus en petit, jusqu'à disparaître complètement sur Alice, justement, où l'illustration a pris la place, en fait, de l'identité du jeu. Du monde. Juste dire qu'aujourd'hui, ce matin, c'était très intéressant, on n'a pas beaucoup parlé du jouet, justement, ER. Qu'est-ce qui engage, qu'est-ce qui me donne déjà envie à partir ou pas, pour rejoindre votre question tout à l'heure, si c'est constitutif du jeu ou pas, avec l'exemple d'Alice. Et donc, cette idée de qu'est-ce qui m'engage dans une certaine dynamique, dans une envie déjà à partir de cette boîte que je vais éventuellement de l'ouvrir, qui m'engage à l'ouvrir déjà aussi, là, parce que je ne suis pas sûre que je l'ouvre, la prendre, l'ouvrir, et peut-être m'engage déjà dans quelque chose qui soit déjà dans l'esprit du jeu. Voilà. Alors c'est juste pour apporter un élément supplémentaire de réflexion. On est dans une culture française qui, via l'éducation, fonctionne beaucoup par rapport à l'environnement grapho-scriptural, donc où l'écrit a une place prépondérante dans la manière d'apprendre à lire le monde. Et on sait, et on a quelques travaux récents d'un collègue de Paris 8, Stéphane Goméry, qu'on a une évolution sur les supports écrits, les supports pédagogiques, où à présent, les manuels scolaires, mais ça va aussi se retrouver dans la littérature jeunesse, la place de l'image n'est plus un élément qui vient en cohérence avec le texte, mais est un élément d'apport de connaissances à part entière. Et y compris dans les ouvrages, je pense aux éditions textuelles par exemple, on nous demande maintenant, nous chercheurs en sciences humaines et sociales, d'utiliser les images que l'on va apporter, non pas dans une articulation texte-image, mais comme un élément supplémentaire de connaissance à part entière. Donc on a aussi des évolutions de ce côté-là dans le rapport à l'image et aux images. Je te rejoins tout à fait, avec quand même une remarque qui est que cette injonction de donner de la place à l'image se fait malheureusement souvent avec un traitement très pauvre de cette image. En témoignent les sujets du bac d'histoire du de cette année qui nous ont présenté une analyse d'image où elle était juste mal légendée, ils ont montré une image et ils l'ont donnée comme étant d'une autre date et d'une autre, c'était sur l'émission. Au niveau basse, l'image est très maltraitée. On peut malheureusement se dire qu'elle est maltraitée sur les manuels scolaires et d'autres éléments. Donc, il y a quand même dans cette fameuse culture de l'image un déficit de son analyse véritable et on veut lui donner de la place, sauf qu'on continue à la considérer de façon très accessoire comme illustration.
symbolique, et sans prendre le temps d'en faire une analyse approfondie et juste. L'erreur des sujets du bac d'histoire géo est quand même assez monumentale cette année. Merci à nos intervenants pour la participation, pour leur participation à la préparation. Merci à vous d'être venus, merci à vos questions, d'avoir alimenté le débat. Il y a encore plein de choses à voir. On va voir cet après-midi. Je vous invite donc à revenir à 14h. Il sera en salle 142 et 141 qui sont situés à peu près au-dessus.